Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. En attendant, si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à regarder notre première page, hein. En attendant que les personnes se connectent, on va peut-être se présenter. Donc, je suis Laetitia Luce, infirmière en santé au travail. Et moi, Amandine Renouveau, infirmière en santé au travail également. Alors. Bon, mais il y a déjà pas mal de monde. Alors, donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet qui est le workaholisme. Donc, le workaholisme qui est maintenant beaucoup plus médiatisé. On a choisi ce sujet parce que c'est vrai que ça touche de plus en plus d'entreprises, de salariés. Donc, quand on parle de workaholisme, on parle de quoi? Il faut savoir que c'est un terme qui a été créé par un psychologue américain, un éducateur religieux en 1968. Donc, c'était Wayne White. Work voulant dire travail et alcoolisme, tout simplement. L'INRS définit le workaholisme comme un investissement excessif d'un sujet dans son travail et une négligence de sa vie extra-professionnelle. L'individu ressent une pression interne l'obligeant à travailler. Il existe alors un mal-être intérieur, une sensation de culpabilité importante lors de périodes d'inactivité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus médiatisé et qui aboutit très souvent à une souffrance qui, au final, détermine le burn-out, hein. Il y a plusieurs facteurs de risque au workaholisme, notamment des facteurs personnels avec des périodes de vie qui sont vécues comme compliquées. Une perturbation des relations affectives pouvant entraîner une fuite dans le travail qui au final deviendra un refuge, une faible estime de soi, des besoins de reconnaissance sociale, une crainte du jugement d'autrui, une hyperactivité. Les personnes qui vont être de nature impatiente, perfectionniste, avec des ambitions de carrière importantes, une exigence extrême envers soi-même, hein, tout simplement. Et le métier qui va être vécu comme une véritable vocation. On retrouve également des facteurs qui vont être là plutôt collectifs, hein, comme une culture de l'urgence, une hyperconnexion, une culture de l'hyperperformance, hein, toujours plus, toujours mieux, avec des heures supplémentaires qui vont être favorisées, une culture managériale de la compétition, hein, avec des défis, des récompenses à la clé et des postes qui vont être à responsabilité. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Laetitia. Alors, juste avant de passer au deuxième chapitre, différents types de workaholic, vous avez sur la partie droite de votre écran un chat, donc la possibilité de poser des questions, soit peut-être un petit peu plus interactif, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, et on essaiera au fur et à mesure de répondre aux questions précisément. Alors, au niveau des différents types de workaholic, donc en fait, c'est un petit peu des profils types de personnes souffrant de cette addiction. Alors, on retrouve le workaholic infatigable. Ça se traduit par quelqu'un qui va travailler jour et nuit, qui va avoir besoin d'avoir une grande productivité dans son travail. Il privilégie plutôt le travail aux relations sociales et familiales, avec un enchaînement de tâches. Il est vraiment infatigable et il teste l'incompétence. On a un autre profil qui est le workaholic boulimique. Alors celui-là, il est adepte du binge working. En fait, ce sont des longues séquences de travail très intenses. Il travaille au dernier moment, il est aussi perfectionniste et il est concentré, très concentré sur un projet.
Le workaholic avec déficit d'attention, il s'ennuie rapidement. Il a des difficultés à terminer les projets, des troubles de l'attention, des besoins de stimulation constants et il arrive à gérer plusieurs projets simultanément. Et un dernier profil, c'est le workaholic délecté. Donc lui, il consacre beaucoup de temps à l'organisation du travail. Il est lent et méthodique, perfectionniste lui aussi. Il retarde les échéances et il a des difficultés à travailler en équipe. Il aime travailler seul en autonomie. Alors, quelques astuces pour dépister les workaholics. Donc, on va voir un petit peu les signaux d'alerte qui permettent de dépister et soit de prendre conscience qu'on souffre de ce problème d'addiction, soit qui peut permettre de dépister au sein d'une entreprise un collègue qui peut souffrir de cette pathologie. Donc, on retrouve l'hyperactivité. Donc, ce sont des journées qui commencent de plus en plus tôt et qui se terminent de plus en plus tard. Une consultation effrénée de sa messagerie, à toute heure, jour, nuit, semaine, week-end. Une charge de travail très supérieure à la moyenne, de façon régulière et durable. Donc là aussi, cette personne, elle va travailler la journée, mais elle va poursuivre ses activités en soirée, les week-ends, les vacances. C'est quelqu'un qui aura vraiment du mal à décrocher. Ce sont des pensées qui sont absorbées par le travail, avec de possibles incidences sur le sommeil, tant sur la qualité que sur la durée. Une modification du centre d'intérêt au profit du travail, avec toujours une imperméabilité des remarques de la famille. Donc ça, c'est un point important qui peut alerter. C'est des personnes qui vont dire que de toute façon, la famille ne peut pas comprendre. Le drogué de travail n'a plus de limite, tendant toujours vers la perfection, qui est la sienne, et il considère avec dédain toute éventualité de loisir ou de repos. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux différentes échelles d'évaluation du workaholisme. Alors, je suis désolée d'avance pour mon accent assez limité. Mais bon, il existe donc différents tests pour dépister ce workaholisme. On va parler notamment du test BWAS. Donc, c'est Bergen Work Addict Scale. Donc, c'est l'échelle d'addiction au travail, tout simplement. Donc, c'est plusieurs questions. Il faut répondre soit souvent, soit toujours, et à au moins 4 questions sur 7 posées en faveur d'une addiction au travail. On a ensuite le test de WAT, donc Work Addiction Risk Test. Alors là, il faut entre 57 et 66 points. Et les personnes sont en danger entre 67 et 100 points. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où ils sont entre 67 et 100 points, il existe une addiction au travail. On retrouve aussi l'échelle WCS. Donc ça, c'est pour une évaluation du craving au travail. C'est la dépendance psychologique au travail. Donc ces tests, vous pouvez les retrouver, il n'y a pas de souci sur Internet. Il y en a plusieurs sur différents sites. Mais c'est vrai que c'est ceux qu'on a le plus, c'est ceux qui reviennent régulièrement et qui, en tout cas, sont les plus utilisés. Voilà. Ensuite, on va passer aux différentes addictions. Alors, on peut faire la distinction. Comment faire la distinction entre l'addiction et la passion? Alors, très compliqué. La frontière entre les deux n'est pas évidente. C'est pas évident de distinguer vraiment la différence entre les deux. Alors, pour faire peut-être plus simple, on peut parler de passion harmonieuse, qui est la passion, et la passion obsessive qui peut être considérée comme l'addiction. Donc, la passion, ça se définit comment? C'est une forte inclinaison envers une activité que l'on aime, dans laquelle on investit du temps, de l'énergie de façon significative. Et cette passion, c'est quelque chose d'important pour l'individu. Donc, les individus qui entretiennent une passion qui est dite harmonieuse, donc qui n'est pas néfaste,
avec leur travail sont capables de modérer cette passion et de la concilier avec d'autres activités en dehors du travail. Donc, de bien faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. À l'inverse, les individus qui développent un rapport obsessionnel avec le travail ont perdu toute mesure et tout contrôle sur eux-mêmes. C'est vraiment bien important, cette perte de contrôle sur soi. Donc, ils ne parviennent plus à concilier l'activité professionnelle avec d'autres activités. Pour donner quelques exemples qui sont peut-être un petit peu plus parlants, pour faire la différence entre la passion et l'addiction, par exemple, la passion, vous travaillez beaucoup, mais vous avez des loisirs à côté, alors que l'addiction, le travail occupe tout le temps. Autre petit exemple, la passion, vous parlez parfois de votre travail avec vos proches de façon positive et négative. L'addiction, ça va être vous parler tout le temps de votre travail à vos proches et cela commence à les exaspérer. Un dernier petit exemple, vous appréciez vos moments de déconnexion pour la passion, alors que pour l'addiction, vous déconnectez du stress et vous craignez de manquer de quelque chose. Donc là aussi, cette notion de manque, quand on arrête, le travail peut être un petit signe d'alerte. Donc, quelles conséquences pour ce workaholisme va y avoir une mauvaise intégration dans l'équipe de travail, un risque d'évolution vers un syndrome d'épuisement professionnel, des conséquences qui vont être personnelles, à savoir un isolement, un repli sur soi, des troubles somatiques, des troubles musculo-squelettiques, des épisodes d'anxiété ou encore de dépression, des troubles de l'humeur, des phobies, des TOC qui vont se développer. On retrouve également des idées suicidaires avec des tentatives parfois et des consommations de substances psychoactives. On a aussi bien sûr des conséquences qui sont familiales avec un délitement du lien familial, des conflits, des sautes d'humeur, un envahissement de la sphère privée par la sphère professionnelle. On n'arrive plus à dissocier la vie privée de la vie professionnelle de la vie privée. On retrouve aussi des conséquences professionnelles avec une incapacité de déléguer. On ne sait plus faire, des difficultés à travailler en équipe, parfois de l'agressivité. On retrouve aussi un manque d'efficacité et des conflits avec des collègues ou avec la hiérarchie et du surmenage, comme je le disais tout à l'heure, qui mène très souvent au burn-out. Toujours selon l'INRS, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été effectuées et sur 50 salariés en région parisienne. Sur ces 50 salariés, 54% d'entre eux présentaient un risque moyen ou élevé de workaholisme. Le profil type est une femme, 38 ans, en couple, vivant en couple avec des enfants. Donc là, il y a un lien significatif entre le workaholisme, l'anxiété qui a été trouvé. C'est vraiment, ça va ensemble. Enfin, on retrouve les remarques, comme le disait Laetitia tout à l'heure dans son exemple, ça va être les remarques de l'entourage familial du travailleur sur son travail excessif, qui pourrait être un très très bon indicateur finalement du workaholisme. Alors, les aides pour s'en sortir. Donc, on a regroupé un petit peu les aides qui peuvent être mises en place en 3 points. La prévention, l'action et le retour à l'équilibre. Donc, la prévention, c'est très important. Ça vient en amont pour éviter de tomber dans cette addiction au travail. Donc, comment on peut mettre en place une prévention d'entreprise ? C'est d'abord apporter de l'importance à l'information et la sensibilisation sur cette pathologie-là. Parce que souvent, les personnes qui sont amenées à consulter, quand elles ont pris conscience du problème qu'elles ont, elles consultent souvent trop tard. Donc, si en amont, on a formé les managers ou même l'ensemble de l'équipe aux signaux d'alerte à cette pathologie, on peut dépister de manière précoce. Ensuite, il faut aussi savoir que le workaholisme est perçu comme un comportement positif.
Il est souvent déguisé dans des valeurs chères de l'entreprise, comme la productivité, l'engagement, la performance, la passion. Donc, tout ça, ce sont des valeurs positives, mais par contre, il abîme sournoisement la santé mentale et physique de nombreux travailleurs et organisations. Quand on tombe dans le versant addiction, au lieu de rester sur celui de la passion. Donc, tout ça, c'est de la prévention. Ensuite, au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, dépister dans un premier temps, donc, soit avec les signaux d'alerte, soit avec tous les petits questionnaires qu'on nous a présentés. Et ensuite, il y a la consultation. Donc, la consultation, ça se fait auprès de professionnels. Donc, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, qui permet de faire le point sur son investissement au travail. Il faut savoir que les thérapies comportementales ont montré leur efficacité dans le traitement de cette addiction. On constate généralement que les personnes souffrant de workaholisme possèdent une estime de soi déficitaire et le travail représente la seule et unique source de valorisation. En dehors de la sphère professionnelle, la personne éprouve des difficultés relationnelles et elle n'a pas vraiment appris à bien cerner ses véritables besoins. Donc, c'est en débusquant tous les bénéfices secondaires à son comportement addictif que la personne apprend à se faire du bien par d'autres canaux que celui du travail. C'est aussi valable un petit peu pour toutes les addictions, donc essayer de trouver quelque chose qui apporte du plaisir, qui permet de compenser la source de l'addiction. Il y a bien sûr l'orientation vers les services de santé au travail. Donc, nous sommes là aussi pour vous accompagner. Et donc, il pourra être proposé une prise en charge aux salariés souffrant de cette addiction, mais ça nécessite toujours une intervention médicale. Donc, la consultation avec le médecin du travail peut avoir lieu lors d'une visite de reprise après un arrêt de travail, lors d'une visite à la demande du salarié, s'il a mis en évidence sa pathologie, ou à la demande de l'employeur. Enfin, on arrive au retour à l'équilibre quand on a réussi à accompagner la personne et à traiter cette addiction. Mais il y a des petites choses à mettre en place pour éviter d'y retomber dedans. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut envisager? C'est revoir sa gestion de mail, ses temps de pause, son temps de déconnexion, mettre en place des messages d'absence pour les vacances, pour éviter de consulter ses mails trop souvent, se libérer du temps, savoir déléguer, connaître ses limites et se fixer des objectifs. À la maison, qu'est-ce qui peut être mis en place? Donc, veiller à une bonne qualité de sommeil, à une alimentation équilibrée, réduire sa consommation de café, de tabac, de tout ce qui peut être excitant, se soigner ou se reposer en cas de maladie, profiter, donc faire des activités sportives, familiales, donc organiser des repas en famille, des activités sociales. Important aussi, préserver sa vie privée. Il faut essayer de lui redonner sa juste place. Après, ce qui peut être fait aussi, c'est expérimenter la méditation, la relaxation, voilà, d'autres sources de plaisir. Voilà, on a décidé de finir ce webinaire par quelques témoignages. Donc, on ne sait pas qui l'on est. J'ai dû réapprendre ce qui me faisait plaisir, une bande dessinée, de la musique. C'était des choses qui ne faisaient plus partie de ma vie. Je voulais montrer à mes enfants qu'on pouvait tout faire dans la vie. Encore un autre témoignage. Dans tous les cas, le processus s'installe de façon d'autant plus sournoise que l'on prend plaisir à son travail. Une sensation dont on ne peut pas plus se passer. Réagissant au stress, l'organisme produit de l'adrénaline qui dope littéralement l'individu. Résultat, pour ressentir à nouveau cette sensation, on se met à travailler de plus en plus au risque de devenir peu à peu dépendant. Et une dernière, j'avais le nez dans le guidon, se souvient Anne, le burn-out, je ne l'avais pas vu arriver. Donc, on voit bien que très souvent, c'est des gens qui n'ont pas vu venir le workaholisme. Donc, c'est pour ça, comme le disait Laetitia tout à l'heure, que la prévention est vraiment très, très importante ici, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Voilà, pour nous, ça va se terminer.
N'hésitez pas à nous retrouver pour un prochain webinaire sur les TMS et RPS, le lien entre les deux. N'hésitez surtout pas, là on va se déconnecter, mais on reste disponible. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous les poser dans la partie de droite, donc dans le chat, et on vous y répondra sans souci. On espère que ça vous a plu et que vous nous suivrez dans nos prochains webinaires. Vous pouvez retrouver ces webinaires sur le replay sur notre page YouTube. Voilà. Merci à vous. Petit complément, une nouvelle session sur le même thème, donc du workaholisme, est prévue au mois de février, donc le 16 février à 14h30. Donc, si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, voilà, vous pouvez faire passer l'information qu'une nouvelle session sera disponible. Bonne fin d'après-midi et merci pour votre attention.